La semaine dernière, vous vous en souviendrez, on a reçu Rénal Ouellette, maître de tradition vivante. C'est un programme présenté par le Conseil québécois du patrimoine vivant qui s'inspire du concept des trésors humains vivants de l'UNESCO. Et d'ailleurs, ils ont continué à travailler dans cette optique-là et proposent depuis ce mercredi des balados, le balado Culture Trad Québec. Pour nous parler de ce balado, justement, nous avons avec nous la réalisatrice Claire Dumoulin. Bonjour. Bonjour. Madame Dumoulin, de quelle façon ça s'est parti, ce projet de balado? Alors, en effet, l'idée, c'était de mettre en valeur, de faire rayonner les maîtres de tradition vivante. Les maîtres de tradition vivante, c'est des artisans, des artistes au talent exceptionnel qui sont issus de diverses régions du Québec, puis qui sont reconnus par leur communauté, par la communauté de pairs et qui ont été sélectionnés par un jury. Et donc là, on a fait par épisode, on a jumelé un maître de tradition avec un autre porteur de tradition, qui est pas nécessairement maître, mais qui est excellent, excellente, lui et elle aussi. Et donc, ça fait des discussions, parfois aussi, c'est différentes disciplines ensemble. Donc, ça fait des discussions vraiment captivantes entre artisans, artistes, ça va vraiment, ça plonge dans le sujet des savoir-faire traditionnels. C'est vraiment une immersion, souvent dans l'atelier ou dans le contexte là, qui est propre à chaque artisan. Là. Donc, on sait le balado, c'est auditif. Donc, on écoute un balado, on ne le voit pas. Et vous avez réussi à rendre ces reportages, ces documentaires très, très vivants. On a l'impression de vivre, d'être dans la pièce, être avec eux. Pour le premier balado, vous êtes allé avec les caleux. Les caleurs, caler une veillée, on avait l'impression que c'était quelque chose de très simple. N'importe qui pouvait prendre le micro, mais c'est une toute autre chose, là. Oui, exactement. Caler une veillée de danse, là, c'est intense. C'est vraiment intense. Et ça se vit souvent dans un lieu maintenant public. Donc, des fois, tout le monde peut y participer. Et il y a un caleur professionnel quand même, souvent, qui va prendre le micro sur la scène et qui va guider les danseurs parce que les gens savent plus vraiment nécessairement les danses par cœur. Parce qu'avant, ça se danse aussi encore dans les maisons. Les danses traditionnelles, les quadrilles, les 7 carrés, les contredanses. Mais maintenant, avec un caller, ça va vraiment mieux. Et il y a souvent un band live, donc des musiciens qui sont en direct, et il y a de l'ambiance. Des fois, même le caller va entre deux calls se mettre à giguer. C'est le cas de Yael Azoulay puis de Normand Legault, qui sont les deux invités de l'épisode 1 du balado Culture Trad Québec, qui sont vraiment des callers exceptionnels. Ils ont pas le même âge, mais ils ont tout un parcours. Et là, ils échangent sur comment ils se sont forgés un peu leur savoir-faire, quels disques ils ont écoutés, quel calleur émérite ils ont rencontré, donc comment ils ont appris les danses et puis les façons de caler. Et dans l'épisode, on a aussi demandé à un professeur de psychologie, François Vachon, de nous expliquer ce qui se passe un peu dans le cerveau, par exemple, d'un calleur, ou du danseur qui entend la musique, qui ressent les mouvements, c'est une danse de couple aussi, souvent les quadrilles, donc qui va faire pivoter son partenaire, swinger la compagnie, comme on dit, et écouter les consignes du caller. Donc, c'est comme, est-ce que le cerveau multitâche, c'est un mythe ou c'est une réalité? C'est un peu ça qui est exploré dans l'épisode aussi. Et on a des archives audio parfois un peu comiques, là, parce que des fois, les enregistrements en vinyle, des fois, c'était comme caler très vite et c'était pas facile à danser sur place. Donc, il y C'est a plus de l'animation sur disque, je pense. C'est exactement, difficile à suivre dans exactement. les Mais des maisonnées. parlures, des façons de s'exprimer, tout ça, c'est raconté par Yael et puis Normand dans l'épisode. Normand qui est de Chaudière-Appalaches, qui est un maître de tradition vivante dans la première cohorte. Donc, on sait qu'il y a un professionnel de la psychologie dans l'épisode 1. Et de quelle façon vous avez choisi, vous avez allié les professionnels et les différents thèmes dans les autres épisodes? Ça a été donc de la recherche. Donc, pour l'épisode 2, qui est sur l'artisanat autochtone, c'est Grace Ratt, une artisane de l'Outaouais. Elle est dans l'approche pédagogique participative. Donc là, c'est une spécialiste aussi en sciences cognitives qui avait étudié cette notion-là d'approche pédagogique participative. Dans le 3e épisode, c'est sur les arts textiles. Et là, c'est une art thérapeute qui vient nous parler un peu l'approche thérapeutique ou la pleine conscience quand on dit que l'art nous fait du bien, elle explique
l'approche en art-thérapie qui a des parentés avec ce que les artisans parlent, quand, par exemple, Marcelo Martin est un fileur et lui, il file chaque jour, ça l'aide pour ses douleurs chroniques. Hélène Blouin, qui est maître de tradition, elle explique quand elle fait le fléché, le temps, son rapport au temps, donc ça fait écho avec ce que l'art-thérapeute dit. Dans le 4e épisode, c'est une historienne de la forêt parce que qui nous parle un peu qui déboulonne les mythes de la forêt sauvage parce que de cet épisode-là parle du bois, c'est un menuisier artisanal et un marin qui a piloté un projet de restauration d'une goélette, la goélette Gros-Île, donc un bateau de bois. Et donc là, elle parle et beaucoup ils parlent d'approvisionnement, ça a été quand même c'est un enjeu s'approvisionner en bois de qualité. Et là, elle parle de la forêt et à qui appartient la forêt. Donc, c'est des parallèles qui sont faits et qui amènent les savoir-faire traditionnels hors un peu de leur cadre habituel. Parce que quand on parle des savoir-faire traditionnels, souvent, c'est l'approche do it yourself, faire soi-même avec ses mains qui ressort, qui est un mode de vie, une pensée un peu alternative à la société de consommation. Mais bref, on a jumelé ça avec donc des scientifiques, des spécialistes qui amènent ça ailleurs. Vous l'avez dit, hein, quand on parle de tradition et de faire traditionnel, c'est souvent on l'a montré à la personne à côté, ça ne s'apprend pas dans les écoles nécessairement. Donc, trouver ces gens-là qui perpétuent cette tradition-là, ça n'a pas dû être simple non plus là, pour vous. Oui, en effet, c'est pour ça aussi qu'on a créé le programme des maîtres de tradition vivante au CQPV, c'est pour mettre en valeur, mettre en lumière des porteurs de tradition qui persistent, qui ont reçu ce bagage-là et qui ont ce bagage, ce savoir-faire-là à transmettre. Donc, chacun souvent fait une activité. La transmission fait partie de leur pratique. Même les vanniers qu'on a rencontrés dans le 5e épisode, ils donnent des ateliers, ils sont très axés sur, ils se rendent compte de leur savoir-faire et ils veulent le transmettre. Et c'est un enjeu. Et c'est ce qui relie chaque épisode parce qu'on va un peu dans tous les sens, là, la vannerie, le bois, les arts textiles, la danse. Mais c'est ça. Et la musique aussi, dans chaque épisode, il y a de la musique. On en reparlera, mais c'est la transmission orale qui relie tout ça parce que, comme vous dites, on peut pas apprendre ça nécessairement dans les livres ou à l'école. Il nous manque toujours quelque chose qu'on vient chercher avec le maître qui est avec nous et qui nous guide et qui est formidable comme expérience, là. Ce que j'ai trouvé intéressant en écoutant le premier balado disponible, je vous le rappelle, depuis ce mercredi, c'est de voir que vous êtes allé chercher, oui, un caleux de la vieille école, si on peut dire, mais aussi une jeune qui s'est intéressée à ça, qui a fait ses recherches elle-même, qui a avancé là-dedans et qui est absolument extraordinaire à entendre, là. Est-ce que c'est quelque chose qui se poursuit d'un épisode à l'autre aussi? En effet, c'est il n'y a pas toujours nécessairement comment dire Un maître et un élève? Oui, c'est ça. Il n'y a pas nécessairement toujours aussi une différence d'âge entre les deux intervenants, mais ils viennent de deux parcours différents. Ils ont formé. Des fois, il y en a, comme dans le 4e épisode, Antoine Pelletier, lui, est menuisier artisanal de père en fils. C'est vraiment dans sa famille depuis 1880 que l'atelier fonctionne, donc c'est impressionnant. Mais le marin, lui, a appris parce qu'il était guidé par son projet, donc il a parti de zéro. Il a rencontré par contre un charpentier naval de la région de dans la Charlevoix. Et là, il a appris comme ça. Mais donc, c'est différents parcours. Mais Marcelo Martin, lui aussi, a un autre parcours. Chacun vont se documenter à leur façon, mais ils sont tellement proactifs. C'est un peu, c'est ça aussi le courant, le fil conducteur. Ils sont tous très, très proactifs dans leur domaine. Ils sont tous très fébriles et enthousiastes à apprendre et à toujours se perfectionner dans leur domaine, de leur champ de savoir-faire. Le balado, c'est un médium qui est très jeune encore. Pourquoi avoir choisi justement ce média-là pour monter ces documentaires? Mais le balado, c'est un rapport à l'audio qui est vraiment particulier parce qu'on choisit d'écouter un balado. On va être dans un répertoire, peu importe laquelle plateforme numérique que vous aimez, mais on va choisir de s'asseoir puis d'écouter. Souvent, on va se mettre une condition d'écoute optimale ou c'est en auto, quand on a une longue route à faire, quand on marche. Il y en a qui écoutent des balados en faisant du jogging. Donc, c'est une intimité, une proximité, puis c'est un médium qu'on n'avait jamais encore exploré.
Puis, c'est vraiment un défi, je vous avoue, de parler d'un savoir-faire artisanal, de choses matérielles à l'audio. On ne montre rien et on essaie d'imaginer avec les sons, par les descriptions, par les mots choisis. Donc, c'est un peu ça. C'était la prémisse on avait envie de faire, de parler de ceinture fléchée, de nommer des couleurs sans vraiment voir l'œuvre qui est formidable. Moi, je les ai vus parce que j'ai tout enregistré les échanges mais on entend le toucher, le silence du fléché. C'est ça un peu qu'on a voulu faire et puis je pense que c'est vraiment réussi en toute modestie. Et puis voilà, j'espère que ça va convaincre les gens d'aller voir sur place puis de s'informer aussi parce que comme par exemple le tannage de la peau de l'épisode 2 de Grace Pratt, on veut aller voir ses créations sur ses réseaux sociaux. Là, elle fait des mocassins, elle fait toutes sortes d'artisanat, c'est magnifique et elle le transmet à des jeunes. Fait que c'est ça aussi, c'est ça qui était le nœud de la chose. Vous avez effleuré le sujet il y a quelques instants par rapport à la musique. C'est sûr que pour l'épisode 1, ça allait de soi avec les câbles de jig et tout. Et de quelle façon vous avez utilisé la musique pour illustrer les autres balados? Dans chaque épisode, on a voulu faire une ambiance vraiment pour capter exclusivement pour le balado et toujours avec des fois la chanson traditionnelle est toujours en écho au sujet. Donc même dans le premier épisode, c'est Jean-Paul Guimond qu'on avait enregistré, qui est un maître de tradition vivante, qu'on avait enregistré dans une résidence d'artistes qui c'est des chansons où on réfère à la danse. Dans les autres épisodes, il y a vraiment un lien, comme dans le quatrième où on parle du bois, ben c'est le canot d'écorce, qui est une chanson traditionnelle, c'est des chansons qui sont chantées a cappella, et donc c'est le timbre de la personne qui chante aussi qui est agréable puis c'est la chanson traditionnelle, souvent on va la chanter a cappella dans son salon, on va la chanter en groupe aussi. Donc puis la musique, elle, comment ça a été choisi, plusieurs des artistes des épisodes sont des maîtres aussi, donc il y a Liette Remond par exemple, et, est-ce qu'il y a d'autres maîtres, enfin possiblement que j'en oublie, mais il y a Nicolas Babineau, il y a du violon dans trois épisodes sur 4. Le dernier c'est de l'harmonica. Et l'épisode en Outaouais à Kitiganik, c'est un chansonnier qu'on a rencontré à Kitiganik, Harvey Papati, qui joue guitare et qui chante dans sa langue. Donc, c'est toujours un peu en écho, c'est pour créer une ambiance, puis c'est pour montrer que la musique traditionnelle, instrumentale est fort agréable à entendre. J'ai été agréablement surprise à l'écoute du premier épisode de vos balados d'entendre que la jeune génération s'intéresse à ces traditions-là. Est-ce que c'est ce que vous avez senti tout le long des enregistrements? Ah oui, les jeunes répondent à l'appel aux invitations, devrais-je dire, des artisans qui proposent, par exemple, des ateliers. Dans les ateliers de ceinture fléchée, il y a souvent des jeunes parce que, par exemple, là, je fais référence au deuxième épisode, mais la ceinture fléchée, c'est un objet qui est assez onéreux parce il prend beaucoup de temps à faire. Mais souvent, ce que l'artisan va dire, ben si c'est pas abordable, ben apprenez à le faire. Donc, les gens s'inscrivent à des ateliers. Prennent de la laine et puis vont réaliser eux-mêmes l'objet. C'est pareil pour la vannerie, apprendre à faire un panier tressé de frênes, mais là, avec les ateliers de Stéphane Jérôme, qui est maître de tradition vivante, ça devient accessible et ça devient formidable parce que après on s'est initié au savoir-faire et on a l'objet. Dans le cas de la menuiserie artisanale, Antoine Pelletier en parle, mais c'est la relève, former la relève, avoir des apprentis. Évidemment, quand ils sortent de l'école d'ébénisterie, les jeunes ont encore beaucoup à apprendre en atelier, mais lui, il les accueille à bras ouverts. D'ailleurs, il travaille avec son fils qui est jeune. Dans les soirées de danse, les veillées de danse, c'est bourré de jeunes, beaucoup de gens qui s'initient pour la première fois. Dans les jams de musique trad aussi, plusieurs des musiciens sont très, très jeunes, à mi-trentaine. Elisabeth Moquin qui fait le violon dans le troisième épisode, Nicolas Babineau qui fait le violon dans le premier épisode aussi. Alors, c'était ça aussi, on voulait donner la tribune à des jeunes et moins jeunes. C'était des rencontres aussi intergénérationnelles. Puis, donc, c'est vraiment une pluralité de voix, cet épisode-là. C'est vraiment beaucoup de monde qui sont tous passionnés. C'est ça qui les relie et c'est les savoir-faire traditionnels qui les rassemblent ici.
Mais ça nous porte à croire, ça nous porte à espérer que ces traditions vont se poursuivre, ces traditions qui sont vraiment très, très québécoises, si je peux me permettre de dire comme ça, qui nous remarquent, qui nous définit à quelque part. Et vous avez bien mis en son, on ne peut pas dire en images, mais les images, on les a dans la tête avec vos balados. Merci beaucoup, Claire Dumoulin. Alors, Merci Claire à vous. Dumoulin, elle est réalisatrice du balado Culture Trad Québec. Le premier épisode est déjà disponible. Il va falloir patienter pour pouvoir entendre les 5 épisodes au complet. C'est environ 39 minutes pour le premier épisode. Là, franchement, vous allez le trouver facilement. En faisant une petite recherche sur Culture Trad Québec, vous pouvez le trouver sur Spotify, sur Deezer également et sur Apple Podcast ou sur le site du Conseil québécois du patrimoine vivant. Et c'est gratuit pour les écouter. Ça vaut vraiment la peine. Là. C'est une quarantaine de minutes bien investies. Merci beaucoup, Madame Dumoulin. Merci.